Alors ça va être une vidéo random. J'ai décidé de faire ça aléatoirement aujourd'hui parce que je me suis dit pourquoi pas. J'ai juste envie de parler de mon parcours parce que je me suis rendu compte souvent quand les gens me rencontrent, enfin nous rencontrent avec Crazy à la Made in Asia, Japan Expo, tout ça, on nous demande souvent comment on s'est rencontrés, quelles études on a fait, et surtout, une phrase un peu générale qui me fait beaucoup rire, c'est comment vous en êtes arrivé là. Et je suis en mode, alors, tout a commencé en primaire. Enfin, vraiment, je me dis, elle est tellement vague cette question, ce serait fun d'y répondre en vidéo, parce que ça va être un petit peu long, je pense. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Rien n'est écrit, hein. Là, c'est full impro, et du coup, il va y avoir beaucoup de bégaiements, pas beaucoup de cuts, je pense. Et bah, du coup, voilà, ça va être le parcours d'une personne absolument pas spécialement intéressante, mais je me dis, ça peut intéresser les personnes concernées qui se posent la question. Donc vous allez être 10 à regarder cette vidéo. Mais voilà. D'ailleurs, je dis vidéo, mais en vrai, je le mets plutôt en format podcast. Je suis même pas sûre du terme, mais comme ça, vous pouvez faire autre chose en attendant, genre dessiner, faire la vaisselle, je sais pas moi, plein de choses. Et comme ça, vous pouvez juste écouter et vous pouvez faire autre chose à côté. Alors, bah moi, j'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais. De base, là maintenant, je suis en région parisienne, mais de base, j'étais pas du tout ici. J'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, dans une petite ville à 4000 habitants, il me semble. C'est vraiment un village paumé. Et j'ai grandi très vite dans la culture manga, animation japonaise et tout. Sur TF1, il y avait Pokémon qui passait. Il y avait Digimon aussi, il y avait Digimon. Et sur la 5, il y avait Midi les Zouzous. Et avec Midi les Zouzous, il y avait tout ce qui est animé japonais, forcément. Tom Sawyer, Olive et Tom, beaucoup de Tom, bien sûr, Hamtaro, Magical Doremi, enfin, tous ces dessins animés-là qui font que c'est vraiment quelque chose vers lequel je me suis naturellement tournée davantage. En fait, j'ai grandi avec les VHS Disney. Ouais, j'ai connu l'époque des VHS, je suis une vieille de la vieille. Et genre, je les regardais beaucoup en boucle, parce que bah, c'est ce que j'avais uniquement, j'avais que des cassettes Disney, et un peu des cassettes Pokémon, que pareil, je regardais en boucle. Et mais en grandissant, vraiment, ce que je regardais à la télé davantage, ou les cassettes qu'on louait au vidéoclub, c'était des... Je parle de choses qui sont vraiment, on dirait que je date d'une autre époque, mais le vidéoclub, oui, on pouvait louer des cassettes et regarder le truc pendant quoi, une semaine, et tu devais le rendre après. Et donc les films que je louais, c'était toujours des films d'animation, mais davantage des films d'animation japonaise. Par exemple, les films du studio Ghibli, genre Chihiro, Le Château dans le ciel. Et donc, naturellement, c'est vraiment devenu une de mes passions principales. Je m'étais inscrite à la médiathèque pour lire des mangas, pour lire Full Metal Alchemist, Dragon Ball, c'est vraiment les deux premiers dont je me rappelle, et 20th Century Boys. Enfin voilà. Et en grandissant, en fait, c'est d'ailleurs un truc qui faisait que j'étais exclue à l'école, euh, parce que j'aimais les mangas animés. Ce qui est complètement con d'ailleurs, parce que c'est une divergence d'opinion, une divergence de goût, c'est vraiment très étrange d'exclure quelqu'un pour ça. Mais ouais, j'ai des flashbacks vraiment du très très précis du lycée, où vraiment on se foutait de ma gueule ouvertement devant moi, en disant remonte ta collection Pokémon là. Et genre, c'est terrible, parce que moi quand je la montrais à mes potes, bah eux ils trouvaient ça cool, parce que ben ils me connaissaient, ils savaient que ben c'est un truc que j'aimais depuis toute petite, etc. Mais les gens au lycée que tu connais pas et qui voient ça d'un œil en mode c'est quoi c'est débile, tu vois. Et en fait c'est ça, le problème c'est que j'ai vraiment grandi dans un univers, non dans un entourage pardon, dans un entourage très très neurotypique, c'est-à-dire que entouré par des gens que les gens appellent les normies, si je puis dire. Les gens, vous savez, qui regardent les séries Netflix, qui sont intéressés que par la mode, que par ci, que par ça, et qui du coup ne comprennent pas que tu puisses que tu puisses avoir des hyperfixations sur des choses comme les mangas, les animés, les passions de niche, comme on les appelle, les trucs un peu moins classiques. Et je crache pas sur les gens qui regardent les séries Netflix, hein, j'en regarde moi-même, j'aime beaucoup ça, hein, mais c'est dans le sens là que je veux dire, c'est des gens qui ne vont pas du tout s'intéresser aux choses qui peuvent être considérées comme pas normales, bizarres, parce que, on va pas se mentir, beaucoup d'adultes trouvent ça bizarre de regarder des animés une fois que t'es adulte, parce que c'est censé être des trucs pour enfants dans leur tête. Dans leur tête, c'est des dessins animés, t'es pas censé regarder ça quand t'es au lycée, tout ça, quoi.
Donc voilà, le lycée ça a vraiment été une période très très dure pour moi à cause de ça, parce que j'étais vraiment dans une espèce de remise en question qui avait pas lieu d'être, hein, mais j'étais vraiment en mode, mais est-ce que je suis vraiment débile? Est-ce que je suis si bizarre que ça? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que... Enfin, et je me rappelle même que c'est le moment où j'ai un peu arrêté d'être fan de Pokémon, parce qu'on me faisait chier avec ça en fait. Ce qui est dommage en soi, parce que Pokémon c'est une très bonne licence. Mais voilà. Du coup, j'ai commencé à essayer de m'intéresser à des trucs de normie, Twilight entre autres, tout ça, et c'est des trucs que j'aimais pas du tout, mais j'essayais de m'intégrer en fait. Alors que, bah, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, mais bon, à l'époque, je m'en rendais pas forcément compte. Surtout que le lycée, c'est vraiment une période où t'es en mode, c'est la réputation, la popularité, tu vois, tout le monde qui est en groupe, t'as pas envie d'être seul sur le côté. Ça a vraiment été pas facile. Surtout que j'étais partie en S. Voilà, je commence à rentrer dans les détails. Mais j'étais partie en S parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et on m'avait dit, S, ça débouche sur plus de probabilité de trouver un job. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte à quel point j'étais nulle en maths et en physique-chimie. Ce qui n'a donc pas aidé à rendre les études plus agréables. Mais voilà, du coup, c'était vraiment pas facile à ce niveau-là. C'était très dur psychologiquement parce que j'avais l'impression d'être nulle dans mes goûts et dans ma façon d'être, parce que je suis quelqu'un qui est très... En fait, je suis quelqu'un qui est très très timide avec les inconnus, mais une fois qu'on me connaît, que je suis bien à l'aise, je fais le clown. J'aime bien faire rire les gens et tout, mais rire avec eux, pas qu'on rit de moi, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà, je me demandais souvent, je dis, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis too much? Est-ce que je suis débile? Gna, gna, gna. Et du coup, bah, les études qui fait que j'avais des mauvaises notes me renforçaient dans cette idée. J'étais, oh, je suis vraiment une abrutie, etc., etc. Et c'était vraiment pas facile. Et quand je suis arrivée donc à la fac, j'étais partie sur totalement autre chose. J'ai fait S, mais je suis partie dans un truc qui est plus littéraire. J'ai fait des études de licence art du spectacle. Et ça, c'était formidable. Vraiment, l'art du spectacle, ça m'a énormément aidé à retrouver confiance en moi. Parce que, on va pas se mentir, en art du spectacle, tout le monde est très 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 LGBT+, et du coup très tolérant, très ouvert d'esprit. Là-bas, tout le monde, tu le disais que t'étais fan de Pokémon, d'Hatsune Miku, tout le monde était mais putain, mais trop bien. Et les gens qui connaissaient pas étaient en mode ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air pas mal. C'était pas comme au lycée où t'es en mode mais what the fuck en fait, mais t'as passé l'âge. Enfin, il y a vraiment une très très bonne ambiance en art du spectacle. Vraiment, il y a jamais de jugement. En fait, on passait tous les uns devant les autres, puis on faisait des petites scènes. Et puis chacun après donnait un retour en disant ah bah j'ai bien aimé quand t'as fait ça, mais ça peut être amélioré. Vraiment, c'est ça que j'adorais, c'est qu'il y avait vraiment une ambiance de groupe. Il n'y avait pas de petits groupes par-ci par-là. Tout le monde était très très uni. Et tout le monde, il y avait un sentiment d'entraide, de partage qui était formidable et que j'ai jamais retrouvé ailleurs dans mes études d'ailleurs et que je regrette. Vraiment, c'est l'art du spectacle, c'est vraiment les meilleures années de ma vie. Et, euh, et du coup, voilà, l'art du spectacle, c'était vraiment quelque chose de super qui m'a donné confiance en moi en disant mais en fait, je suis pas une abrutie. Je suis pas une grosse conne à être bizarre avec mes passions manga, gna gna gna. Non, c'est un truc naturel, normal. J'ai rien fait de mal et ça m'a aidé du coup à être en mode bah je suis comme ça et j'aime bien. J'aime bien. Tu sais ce que je veux dire? J'étais vraiment en mode ben c'est un truc qui était pas qui est un peu de niche, qui était pas forcément accepté au lycée, mais là, on m'accepte comme je suis et ben je me rends compte, je fais rien de mal. Je fais ce que je veux et c'est comme ça que je dois faire maintenant. Voilà, donc ça c'était en art du spectacle, donc très positif, hein, expérience très positive comme je le raconte. Et après ça, ça a été un peu... ah non, non, je vais juste revenir sur un petit truc vite fait. En art du spectacle, c'est là que je me suis prise de passion pour tout ce qui est doublage. C'est notamment pendant les cours de marionnette. Tu sais, quand tu joues un rôle, tu dois t'effacer derrière la marionnette. On ne doit pas te reconnaître. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais une marionnette et j'étais salut à tous les amis, c'est David la flèche Pokémon. Enfin, non, je faisais... Enfin, pas cette phrase-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Je faisais vraiment des imitations débiles. Je faisais vraiment... je me sentais grave bien parce que j'étais en train de prendre des voix à la con de ce que j'aimais faire. C'était vraiment prendre des voix de dessin animé, en fait. C'était vraiment ça. Et les gens
les autres, mes camarades de classe, trouvaient ça génial. Ils étaient super réceptifs. Ils disaient, mais c'est un truc de fou. Comment tu fais pour modifier ta voix comme ça aussi facilement? Parce que parfois, je jouais deux marionnettes, dont une qui avait la voix comme ça et l'autre qui avait la voix comme ça. Et du coup, c'était vraiment très cool. C'était très très cool. Les retours étaient positifs. Ça m'aidait à me sentir mieux dans ma peau, etc. Et aussi à moins me faire complexer par rapport à ma voix. Parce que ça, j'ai oublié de le dire. Mais au lycée, c'est vraiment une période, vraiment rien n'allait, hein, rien n'allait. C'est une période où j'ai commencé à complexer sur ma voix parce qu'on se foutait aussi de ma gueule par rapport à ça. Inès, t'as une voix vraiment très facile à imiter, t'as une voix de mec, et alors oui, c'est vrai, je vais pas mentir, j'ai une voix assez grave et malheureusement un peu masculine, mais en art du spectacle, j'ai commencé à l'aimer, à l'apprécier parce que ça me permettait justement de faire des rôles aussi bien féminins que masculins. Et du coup, ben voilà, ça m'a vraiment aidé à me sentir confiante, à être en mode, ah ben, non seulement je suis pas une abrutie, mais en plus j'ai pas une voix si horrible que ça, parce que c'est une voix qui est utile et qui me permet de faire des trucs que j'aime bien. Et, euh, et en art du spectacle aussi, j'ai oublié, mais c'est là que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Pas la chaîne Crazy Bomb World que vous connaissez peut-être, hein, mais la chaîne Ojiku Magazine. Cette chaîne très très cringe, où j'ai commencé par du face caméra. Euh, du face caméra avec un appareil photo merdique et la qualité était très discutable. D'ailleurs, je vais pas mentir, j'ai mis toutes les vidéos en non répertorié parce que ou même en privé, je crois que je les ai mis en privé parce que c'est vraiment des vidéos. Voilà, il faut bien commencer quelque part, hein, mais j'ai un peu honte. Je vais pas mentir, j'ai vraiment honte et puis voilà. Le jeu d'acteur aussi, voilà, je débutais art du spectacle encore une fois. Et bref, j'ai commencé là-dessus en me disant j'aime les animés, j'aime faire des voix débiles, je vais présenter des animés en faisant des voix débiles. Vraiment, c'était ça. J'aime bien faire rire les gens, je vais faire de l'humour en, en étant un petit peu informative aussi. Parce que par exemple, j'ai fait des vidéos sur la censure ou les contrefaçons. Ça, c'est vraiment une vidéo que j'ai adoré faire. Mais du coup, donc, je vais apprendre aux gens comment distinguer voilà, les figurines vraies des figurines fausses tout en faisant des blagues sur à quel point les figurines fausses peuvent être moches. Donc c'était ça, c'était un peu des vidéos comiques, mais un peu éducatives aussi, informatives. Mais voilà, c'était vraiment des trucs que j'aimais beaucoup faire, que je faisais dans mon coin de base pour faire rire mes potes. Et, euh, bah, peu à peu, la chaîne a commencé à plutôt bien marcher. Et bon, là, elle est tombée dans l'oubli parce que je fais plus rien dessus. J'ai décidé d'arrêter pour X raisons que j'évoquerai peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé là-dessus. Et grâce à la passion des animés. Et un jour, je crois que c'était en 2015, j'ai découvert un jeu vidéo qui s'appelait Undertale, qui est une part très importante de ma vie pour le coup, parce que pour deux raisons. Parce que à côté de ça, en parallèle, j'avais une chaîne de doublage qui n'est presque plus active, hein, on va pas se mentir, qui s'appelle Nessie la Peste, où je faisais donc du fandub de comics Undertale ou d'animation Undertale que je trouvais aussi sur YouTube. Je repostais en créditant l'artiste, pas toujours en demandant la permission, ce qui n'est pas bien, attention. Donc c'est là en fait que ma chaîne doublage a commencé à exploser. Vraiment, je suis passée de, je sais pas moi, je veux dire de tête, il me semble, je suis passée de 200 abonnés à 2000 abonnés en à peine quelques semaines, puis 5000, 10 000, je comprenais pas ce qui se passait. Et c'était vraiment parce qu'il y avait une hype Undertale incroyable. Et voilà, donc tout ça pour dire, donc ça a fait exploser ma chaîne de doublage. Et donc je m'épanouissais beaucoup là-dedans. J'étais en mode putain, mais c'est ça que je veux faire. C'est vraiment un truc que j'aime énormément. Je vais rassembler toutes mes connaissances que j'ai acquises en art du spectacle et je vais faire du dub. C'est vraiment quelque chose même que je voulais faire de manière professionnelle. Que j'ai un petit peu fait de manière professionnelle pendant un temps. Mais que j'ai dû arrêter pour quelques raisons de santé qui font que. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. En fait, le travail de comédien de doublage, mine de rien, c'est quelque chose de très physique. T'es debout. Tu t'époumones devant le micro. Tu dois recommencer. Et tu peux pas faire ça assis, en fait. Parce que ta voix assise n'est pas la même que ta voix debout. Tu peux pas mettre la même énergie. Donc, physiquement, c'était plus possible. Donc, j'ai dû malheureusement laisser tomber. Et en parallèle, sur ma chaîne principale où je faisais du manga, animé, etc., j'ai fait une vidéo débile. Mais vraiment, une vidéo dont j'ai même un petit peu honte, mais elle est toujours là parce que nostalgie, et elle est importante pour moi, vous allez voir pourquoi. C'est une vidéo Undertale
où je faisais une parodie en reprenant des images du jeu, des moments clés du jeu, et en changeant totalement les dialogues, avec un humour beauf, limite problématique, bien sûr. Et voilà, je l'ai posté là, en me disant, bon, allez, on va faire une vidéo spéciale, je crois que c'était pour les 5000 abonnés sur ma chaîne principale. J'ai dit, allez, voilà, on va faire ça pour le fun. Et le truc, c'est qu'elle a beaucoup trop marché, et qu'elle a aussi attiré l'attention d'un certain Crazy Bomb. Crazy, qui gérait la chaîne, pardon, YouTube Crazy Bomb World, qui s'est donc intéressé à cette vidéo-là en particulier, et qui m'a dit, ouais, machin, je t'avais découvert il y a un moment avec ta vidéo sur la censure dans les animés, et je viens de voir cette vidéo-là, et je l'aime bien, ça te dirait, on fait une petite vidéo parodique ensemble, parce que j'aime bien ton humour. Et du coup, j'étais, oh, trop bien, bah oui, vas-y, ça me tente grave de faire un feat où justement, tu fais de l'humour sur un animé avec des voix débiles, c'est parfait, c'est exactement ce que j'aime dans la vie. Et du coup, donc voilà, on a fait la fameuse vidéo, le premier résumé foireux sur Naruto, et c'est comme ça que la chaîne a commencé, enfin que les résumés foireux ont commencé, c'est vraiment parti de là, grâce à cette vidéo horrible et pas drôle sur Undertale que j'avais fait je sais même pas pourquoi, parce que vraiment, célébrer les 5000 abonnés avec du Undertale sur cette chaîne, alors que j'avais jamais parlé d'Undertale, sur cette chaîne-là, ça n'avait aucun sens. Enfin bref, du coup, donc on a fait le truc sur Naruto, ça a plutôt bien marché assez vite, c'est-à-dire que on a fait 100 000 vues en quelques jours, j'étais très très impressionnée, j'étais trop bien, c'est génial. Et Crazy est en mode, mais les gens ont l'air d'apprécier, j'ai aimé faire ce concept, ça te dirait on en fait d'autres. Et j'étais pas totalement. Et le suivant, il a proposé School Days. School Days, que voilà, il est ce qu'il est, cet animé. Je l'ai revu avec beaucoup de déplaisir. Vraiment, je déteste Makoto. Mais j'ai adoré faire ce résumé foireux-là parce qu'en fait, les blagues venaient toutes seules. En fait, c'est un animé qui est très beauf, avec le héros qui se tape 50 000 meufs. Donc les vannes de cul, elles venaient tout de suite. C'était vraiment très très facile à écrire. C'était très fun à doubler parce que je prenais cette voix-là pour Kotonoha et j'aime trop faire cette voix-là. Et du coup, j'ai trop kiffé. On a fait d'autres vidéos, Et d'ailleurs, je pense que c'est la suivante, l'attaque des titans, qui fait que la chaîne a vraiment pris l'ampleur qu'elle a actuellement. C'est vraiment ce résumé foireux-là qui a explosé et qui a fait exploser les autres par la suite. J'allais bien à ce moment-là. J'allais bien sur YouTube. Parce qu'en parallèle, dans la vraie vie du monde de la réalité véritable, j'étais passée en master enseignement. C'est-à-dire qu'après la licence art du spectacle, mes parents voulaient vraiment, vraiment pas que je continue en master art du spectacle. Ils m'ont dit, non mais attendez, c'est pas un vrai métier, tu peux pas vivre de ça, machin. Je veux que tu fasses des vraies études, etc. Genre, tu t'es bien marré pendant 3 ans, maintenant tu trouves un vrai job. C'était ça le bail. Du coup, je suis partie en master enseignement parce que je me suis dit, en licence art du spectacle, on avait fait un stage dans les écoles pour jouer avec des marionnettes devant des enfants. Et j'avais tellement kiffé ça. J'avais tellement aimé ce stage dans les écoles que j'étais en mode, allez, je vais peut-être partir faire un master enseignement parce qu'on fera des stages dans les écoles, peut-être que ça va me plaire. Ça m'a tellement pas plu, chers amis, que ça m'a... En fait, le master enseignement, vous voyez, je vous ai dit, la licence art du spectacle, ça m'a aidé à avoir confiance en moi, à retrouver la joie de vivre. Tout ça, je l'ai reperdu en master enseignement. Parce que la licence art du spectacle, je vous ai dit, c'était vraiment un groupe de gens LGBT+, super tolérants, ouverts d'esprit, fun, qui aimaient des trucs de niche, manga, animé, etc., jeux vidéo. C'était vraiment super. Master enseignement, je retrouvais l'ambiance lycée. C'est-à-dire déjà, master enseignement, on va pas se mentir, les gens qui partent pour faire prof, c'est majoritairement des femmes. Donc il y avait 90% de femmes, on va pas se mentir. Et le problème, c'est que c'est des femmes normies, des personnes neurotypiques, comme je l'ai dit plus tôt, donc c'est-à-dire qu'elles s'intéressaient pas du tout au manga, animé, jeux vidéo, et qui trouvaient ça donc débile, qui me trouvaient débile, qui m'ont exclu, qui me refaisaient me demander si c'était pas moi le problème, si j'étais pas bizarre, etc. Je retombais là-dedans, en fait. Et de manière générale, les stages que j'ai faits, les stages en master enseignement, se sont tous très 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 mal passés. C'est-à-dire que les 2 premiers stages, c'était 1 semaine dans chaque école. Et le dernier stage, ça a été carrément, il me semble, si je dis pas de conneries, 6 mois. En fait, pendant 6 mois, t'alternais entre les cours à la fac et les cours que tu donnais en stage ou que tu observais en stage.
Ce qu'il faut savoir, que dans tous ces stages-là, il y avait toujours, à chaque fois, un enfant handicapé. Que ce soit autiste ou avec un léger retard mental, ou... Voilà, il y avait toujours quelque chose, et ces enfants n'avaient jamais d'AVS. Encore une fois, comme je vous dis, j'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était des petites villes, petits villages, et il n'y avait pas toujours, surtout à l'époque, il n'y avait pas autant d'inclusion que maintenant. Donc l'enfant était toujours livré à lui-même. Et voilà, fait personnel, je me confie comme un fruit, c'est que mon petit frère est autiste. Et du coup, naturellement, je me suis tournée vers ces enfants-là. J'allais toujours accompagner l'enfant de la classe qui est en situation de handicap parce que j'avais envie, vraiment, c'était une envie personnelle, de ne pas le laisser seul. Et du coup, ça a agacé un peu les profs, on va pas se mentir. Moi, j'étais censée être là en stage pour observer toute la classe, pas venir en aide à un seul enfant. Surtout que pendant le dernier stage, ça c'était horrible, vraiment. Ça a été vraiment tellement horrible que je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux pas être prof, je veux m'occuper d'une personne handicapée. Le prof, il détestait l'enfant en situation de handicap. Il le méprisait, c'était sa bête noire en fait. C'était son punching ball. Et ça l'énervait d'autant plus du coup que j'aide cet enfant. Il me tombait toujours dessus, il me rabaissait tout le temps par rapport à ça. Et, et de manière générale, ce stage, c'était vraiment pas cool. Le prof, dès le premier jour, il nous avait dit que c'était un métier de merde, que il y avait zéro reconnaissance, que si tu faisais pas par passion, ça servait à rien, et que de toute façon, il avait perdu la passion depuis bien longtemps, que à la sortie des écoles, normalement, tu finis à 16h30, tu finis jamais à 16h30 parce qu'il y a les parents qui t'attendent pour poser des questions ou t'engueuler. Et vraiment, ça m'a dégoûté du truc, en fait. Déjà que c'était un truc que j'avais fait un peu pour tester, que j'étais pas sûre, mais là, ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas pour moi. Déjà, m'occuper de 30 enfants, c'est pas possible, parce que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui est un peu timide de base, donc il n'y a pas trop d'autorité. Et voilà, c'est un truc que j'aimais faire occasionnellement. Donc faire des animations, donner un petit cours. Et bref, donc c'est vraiment une période de ma vie où rien n'allait. Sachant qu'en plus, mes parents étaient en train de divorcer. Et ça se passait très mal à la maison, ça se passait très mal à la fac et ça se passait très mal pendant les stages. Je n'étais bien nulle part. Je ne savais plus quoi faire. Et je me suis dit, ok, là, il faut que je trouve une solution. Il faut que je me sauve de chez moi. Il faut que je prenne la fuite. Il faut que je me protège. Je vais prendre un appart et partir sur Paris. Parce qu'à Paris, il y a les studios d'enregistrement. J'avais fait déjà 2 ou 3 projets pro, mais je voulais vraiment me consacrer à ça. Donc je me suis dit, je vais partir près de Montrouge, près des studios sur Paris, en fait. Au final, j'ai pas du tout emménagé près de Montrouge et j'ai pas du tout fait ce métier-là au final, mais c'est quand même pour moi la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Parce que du coup, ça m'a sauvé en fait, ça m'a retiré d'un environnement super toxique, d'une dépression sévère, parce que vraiment, quand tu n'es bien nulle part dans ta vie et que tout se passe mal, je passais mes journées enfermée dans ma chambre, soit à réviser pour les cours master enseignement que je n'aimais pas, soit je restais là pour éviter mes parents, littéralement. Puisque avec l'ambiance divorce, c'était pas la fête, quoi. J'étais en mode, je vais partir sur Paris. Et ça a été très dur, d'ailleurs. Pour réussir à trouver un appartement, je suis passée par des situations improbables. J'ai contacté plus de 200 personnes pour trouver un appartement. Sur 2 mois, hein. J'envoyais 4-5 mails par jour, j'appelais 2-3 personnes par jour. Et je tombais, mais d'ailleurs, sur des gens immondes. Une fois, ma soeur était à côté de moi. Le gars, il décroche, je fais « Allô ?» Et je fais « Bonjour, c'est pour la cabane que vous louez près de votre maison ?» Il fait « Ouais, la cabane, ouais. » J'étais « Oh non, putain, non, c'est un attrape-nigo !» Et du coup, voilà, il se passait vraiment des choses terribles. J'arrivais pas à trouver un appart ou une personne qui semblait correcte. Et j'ai cet appartement-là. Je suis donc en région parisienne depuis 5 ans. Et donc depuis 2017, j'ai trouvé cet appart qui est très petit. Je suis dans un 14 mètres carrés, mais qui est terriblement bien desservi. J'ai vraiment tout à côté de moi et je veux pas partir à cause de ça, grâce à ça plutôt, parce que c'est vraiment super positif de se dire, quand il y a la grève, il y a pas le bus, c'est pas grave, je peux prendre le tram. Quand le tram est en travaux, c'est pas grave, je vais prendre le métro. Et ça, c'est grave cool. C'est vraiment grave cool. Et de manière générale, le voisinage est assez calme aussi. Là, je raconterai une prochaine fois mon expérience avec mes voisins, parce que c'est assez drôle, hein. C'est assez folklorique ce qui s'est passé au début, mais là, pour l'instant, c'est mon parcours. Et du coup, donc j'arrive sur Paris quand j'ai réussi à trouver cet appart-là. Au début, c'était très, 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 très difficile parce que, figurez-vous,
que j'avais presque pas d'argent quand je suis arrivée ici. J'ai vraiment pris mes clics et mes claques. Je me suis sauvée de chez moi du jour au lendemain avec l'aide d'un ami qui m'a aidé à déménager mes affaires. J'avais d'ailleurs presque rien pris au début. Juste quelques vêtements et 2-3 goodies. Pas beaucoup de mangas, hein. Vraiment, j'avais vraiment pris le strict nécessaire. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un travail très vite. Parce que sinon, je vais finir à la rue. Ou pire, devoir revenir chez moi dans le Nord-Pas-de-Calais. Du coup, j'ai trouvé un travail assez vite. Et coup de peau énorme, c'était dans ce que je recherchais. C'est-à-dire s'occuper d'une personne handicapée et lui donner des cours à son domicile. Donc c'était vraiment le rêve, quoi. J'étais, mais putain, trop bien, j'ai réussi à me sauver sur Paris, je trouve un travail direct en plus, et c'est dans le domaine que j'aime bien. Et je me suis dit, je voulais un travail où je bossais que les après-midi, pour avoir les matinées libres, pour justement aller dans les studios d'enregistrement. Parce qu'à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, vu qu'il y avait eu le Covid et tout, tu pouvais assister à des plateaux, à des sessions d'enregistrement, et c'est comme ça que tu rentrais dans le milieu, quand tu n'étais pas connu, ou quand tu n'étais pas le fils d'un ou d'une comédienne de doublage, tu pouvais assister à des plateaux, et un jour, s'ils avaient besoin d'une voix, ils disaient « Ah bah vas-y, fais la voix là, teste, et si t'étais bien, t'étais gardé. » C'est comme ça que tu pouvais rentrer. Donc j'ai fait quelques trucs comme ça, quelques studios d'enregistrement, mais en fait, comme je l'ai dit, je suis arrivée ici, j'avais pas un rond. Donc je m'en sortais pas très bien financièrement, et du coup je mangeais très peu. Dites-vous, j'ai connu la faim au point de me réveiller la nuit tellement j'avais mal au ventre. Comme les Sims en fait. J'avais vraiment faim au point de ne pas pouvoir dormir. Et du coup, je m'affaiblissais physiquement. Et j'ai enchaîné les problèmes de santé quand je suis arrivée ici. J'ai vraiment les problèmes d'articulation, tout le temps des maux de tête, j'avais tout le temps faim, je m'affaiblissais, j'arrivais plus à tenir des trucs pas trop lourds, tellement je tremblais, j'avais faim tout le temps. Et je me suis dit, je peux pas continuer les studios d'enregistrement à ce stade-là, parce que si jamais on me demande d'enregistrer, je vais pas y arriver, je suis dans un état physique beaucoup trop faible pour réussir à doubler. Et en plus de ça, j'ai besoin de dormir. Il faut que je dorme en fait, parce que comme je suis insomniaque de base, encore un défaut, décidément je les cumule tous, je m'endors en général, il est 2-3 heures du matin, et pour aller dans les studios d'enregistrement, je devais me lever à 6 heures, ce qui fait que je dormais 3-4 heures par nuit, maximum en fait. Et donc ça ajoutait en plus des problèmes de santé, la fatigue, je pouvais pas me reposer physiquement, c'était terrible. Du coup je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, je me lèverai de 10h, 11h, je ferai la grasse mat, et je vais juste pour l'instant me consacrer à mon job actuel. Et le job actuel, où je m'occupais donc de la jeune fille handicapée, se passait très bien. Pendant 3 ans, j'ai eu zéro problème. Je l'ai aidé à faire ses devoirs, mais faire ses exercices que l'orthoptiste lui donnait. Je lui apprenais à lire-écrire, je la lavais tous les soirs. Je faisais un journal de bord où je devais écrire toutes les activités que je faisais avec elle, ses progrès, ses difficultés, que je devais remettre une fois par mois au père. Au père de la fille, je veux dire. Et ça se passait bien avec elle, mais d'ailleurs ça ne se passait pas du tout bien avec le père, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, il se passait des trucs grave illégaux. En fait, il profitait du fait que c'était mon premier job et que j'y connaissais rien pour m'entuber, hein, on va pas se mentir. Déjà, j'avais un espèce de tableau où je devais écrire l'heure à laquelle j'arrivais et l'heure à laquelle je partais, et j'étais payée à la minute. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, ça, en fait, parce que sur ma première paye, j'ai pas forcément vérifié exactement. J'ai vérifié à partir du 2e ou 3e mois, je crois. Et je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre. On dirait moi, tu sais, j'arrondissais. Par exemple, si je faisais 1h50, je calculais pour 2 heures. Non, il me payait 1h50. C'est terrible. Et donc, je me faisais entuber là-dessus. Plus, le mec a installé à un moment donné des caméras, mais sans me le dire. Et d'ailleurs, il a été très surpris que je puisse le prendre personnellement. Il n'a pas compris pourquoi je me suis insurgée, parce que c'était évidemment pas pour moi, les caméras, Mais en attendant, t'installes pas une caméra sans le dire à la personne, parce que c'est pas légal, tu vois. Enfin, voilà. À côté de ça, j'étais sous-payée. Genre, j'ai été payée 9 euros les 3 premiers mois, puis il a bien daigné me passer à 10 euros parce que j'étais plus en période d'essai, comme il a dit. Mais 10 euros pour ce que je faisais, c'était rien. Parce qu'encore une fois, je donnais des cours à la jeune fille, donc je devais préparer les cours en amont. Donc quand je rentrais chez moi, en plus de devoir faire le journal de bord où je devais récapituler toutes les activités que j'avais fait avec elle, je devais en plus préparer les cours pour le lendemain ou préparer la sortie qu'on faisait le vendredi. Je devais la laver,
et je devais gérer beaucoup de choses. Parfois, je devais même aller la chercher là où elle passait ses journées. Elle était dans un centre, un espèce de foyer avec d'autres personnes handicapées. Et je devais aller la chercher là-bas quand l'autobus ne passait pas ou qu'elle refusait de monter dans l'autobus, enfin le car plutôt, le car. Et donc voilà, en fait, donc parfois je faisais des heures sup parce que ça me faisait faire un détour pas possible. C'était vraiment pas dans la même direction que pour aller à son domicile à elle. Et donc voilà, donc j'étais vraiment sous-payée. Il y a eu le confinement, le fameux confinement, et à partir de là, mon job est devenu un enfer. Parce que premièrement, il y a eu le télétravail, donc le père était tout le temps là, et de manière générale, ça l'a rendue violente. En fait, à partir de là, elle avait des grosses crises de violence envers moi, elle me tapait, et puis moi, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de problèmes de santé, donc j'avais même pas la force de me défendre, donc si elle me donnait des coups, j'avais même pas la force de l'arrêter, de réussir à l'empêcher, parce que je n'y arrivais pas. Mes poignets, c'était pas possible. Et, euh, et elle me balançait des trucs à la gueule, elle fuguait, elle a fugué une fois devant moi, donc j'ai réussi à l'attraper et la retenir malgré le fait qu'elle me donnait des coups. Je devais réussir à la tenir pour pas qu'elle se sauve. Et une fois, elle s'est carrément fuguée alors que j'étais pas là. C'est-à-dire que je suis arrivée sur mon lieu de travail à, je crois qu'il était 15h30. Le père était sur le trottoir et je fais bah, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit oh, bah, Lola, elle s'est sauvée, là, je sais pas où est-ce qu'elle est, je sais même pas quand est-ce qu'elle est partie. Moi, j'étais en télé-réunion avec mon casque, je me suis retournée à un moment donné, j'ai vu qu'elle était plus là. Enfin, vraiment, il était saoulé. Il était pas inquiet, hein. Il était énervé parce que ça lui faisait perdre son temps. Vraiment. J'étais choquée. Moi, j'étais paniquée, forcément, parce que je me suis dit, ah, mais attends, mais la petite. Enfin, la petite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait 21 ans. Mais comme elle avait un léger retard mental, je disais la petite parce qu'en fait, elle agissait comme une enfant. Donc, par exemple, elle ne savait pas lire ni écrire, elle ne savait pas traverser la rue toute seule, elle n'était pas du tout autonome. Donc, ça m'a terrorisée. Je me suis dit, mon Dieu, mais là, ça se trouve, elle va se faire renverser par une voiture. J'ai commencé à chercher partout, à tous les endroits où on se rendait d'habitude, au cas où. Et je lui avais dit, en plus, au père, ma première pensée, ça a été, ça se trouve, elle est retournée à l'hôpital parce qu'elle m'avait dit, quand on était à l'hôpital, elle m'avait dit, je préfère quand je suis ici parce qu'au moins papa, il s'occupe de moi. C'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et je lui avais dit, j'ai dit, je suis sûre qu'elle est retournée à tel hôpital parce que, ben voilà, elle a dit ça. Elle fait, oh, je sais pas, c'est quand même loin, elle connaît pas la route, gna gna gna. Et je me rappelle ce jour-là, c'était la panique. J'ai appelé la police, j'ai appelé la gendarmerie, j'ai tout essayé de tout fait en sorte que. Et au final, bah j'avais raison. Elle était bien à l'hôpital parce que bah, elle voulait que papa, maman s'occupent d'elle, parce que quand ils étaient en télétravail, ils s'occupaient pas d'elle, alors que quand elle était à l'hôpital, on lui rendait visite. Donc voilà, quoi. C'est super triste. Hein. Mais voilà, donc, faut aussi savoir qu'à ce moment-là, donc, en plus des crises de violence et tout, elle voulait plus rien faire, elle était déprimée, donc moi j'avais l'impression de servir plus à rien, en fait. J'allais sur mon lieu de travail, mais je faisais acte de présence, rien de plus. Et ouais, je la regardais, je mettais une couverture, une bouillotte sur le ventre, et on regardait des dessins animés. Et le père, il rendait pas la tâche plus facile, parce que parfois c'est lui qui la faisait pleurer. Genre, en fait, elle arrivait même plus à se nourrir elle-même, elle avait régressé à un stade qu'il était obligé de la nourrir. Et il me regardait, il disait, vous voyez, je suis obligé de nourrir la bête. Regardez, je nourris l'animal. J'avais envie de le tarter. Oh, vraiment, en fait, comme je vous ai dit, mon frère est autiste. J'ai vu plusieurs fois des situations dans des classes où les gens étaient horribles avec l'enfant autiste. Et, et du coup, bah, ça me rendait folle de voir ça et de pouvoir rien dire. J'étais putain, mais si je dis quoi que ce soit, je vais me faire virer pour faute grave. J'ai besoin de ce job parce que j'ai besoin d'argent. On n'avait pas encore YouTube qui marchait aussi bien que maintenant, donc je dépendais vraiment de ce travail. Et pour donner un ordre d'idée, comme je travaille que les après-midi, forcément, je gagnais 500 balles à peu près. Sachant que mon loyer, là, mon 14 mètres carrés, est aussi de 500 balles. Je ne vivais pas, en fait, je survivais. C'est là la nuance. Je m'en sortais pas. C'est pour ça que je ne pouvais pas non plus démissionner, parce que j'étais en mode, si je démissionne, là, imagine, j'arrive pas à retrouver un autre taf tout de suite, bah, comment je vais faire pour me nourrir, comment je vais faire pour payer mon loyer? J'étais piégée, en fait. J'étais vraiment dans une situation atroce. Et du coup, j'ai demandé à mon patron de m'augmenter d'1 euro. Hein. J'ai juste demandé une augmentation d'1 euro par mois. Et le mec, il a pété un câble. Il était, non mais ça va pas, c'est beaucoup trop ce que vous demandez, et puis pourquoi faire? C'est quoi votre objectif là? Je comprends pas. Il était, bah de gagner plus. Oui, non, mais est-ce que vous avez un objectif précis, une somme en tête? Et je fais,
bah au moins de gagner 500 balles par mois, quoi, de gagner mon loyer. Parce que là, il y a des mois où bah, vous partez en vacances et du coup, vous me payez pas et je suis dans la merde quand c'est comme ça. Il était, oui, bon, bah, au pire, vous avez l'aide au logement, non? Il était, oui, mais l'aide au logement, du coup, elle m'aide à me faire mes courses, à payer mon électricité. Enfin, le mec, il était ignoble. Il voulait pas m'augmenter d'1 euro de l'heure, vous vous rendez compte? Alors que c'était quelqu'un qui était très 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 riche. Il partait tout le temps en vacances. Une fois, il était au téléphone à côté de moi, comme si j'étais pas là. Il parlait d'une assurance qu'il avait et de combien il avait de côté. Genre, j'étais trop choquée. Ah d'accord, donc tu me payes 10 euros de l'heure et alors que t'as ça de côté. Je note, je note. Et donc ouais, le mec avait un poste super haut placé. Sa femme, pareil, ils travaillaient tous les deux et à des très hauts postes. Ils gagnaient très bien leur vie et me payaient une bouchée de pain. Et quand ils annulaient à la dernière minute, comme par exemple quand la jeune fille elle était malade, ou qu'ils partaient en vacances, qu'ils partaient en week-end, bah j'étais pas payée. Et ça, pareil, je m'en suis rendu compte très tardivement, c'est que c'est pas légal. Et quand je leur en ai parlé d'ailleurs, le mec, il a menacé de me virer parce qu'il avait pas apprécié que je me renseigne sur mes droits. La dernière année, ça a été horrible. Ça a été atroce. Je me dis, j'ai quand même bien fait de tenir jusqu'au bout parce que la jeune fille a été placée dans un foyer à temps plein. Du coup, ben, ils n'ont plus eu besoin de moi, ils ont mis fin à mon contrat et du coup, ils m'ont versé des indemnités et je peux toucher le chômage. Donc je me dis, ça c'est bien, comme ça je peux me reposer enfin physiquement, parce que c'était dur, hein, psychologiquement mais aussi physiquement. Parce que comme je mangeais rien, j'avais tout le temps faim, j'avais pas de force et je me faisais taper, ne l'oublions pas. Je vais profiter un peu du chômage et me consacrer un peu plus à YouTube parce que ça marchait mieux, ça marchait très bien. Je me suis donc déclaré auto-entrepreneur pour vivre que de YouTube. Et là, du coup, bah, j'en suis où j'en suis. Voilà, voilà. Là, actuellement, ça se passe enfin bien. Je profite du fait que je suis actuellement sans emploi pour voyager, parce que quand tu travailles, tu peux pas trop. Hein. Quand je travaillais 5 jours par semaine, comment veux-tu t'organiser pour prévoir des vacances? Surtout que eux, ils prenaient des vacances comme ça, en fait. Genre, ils me prévenaient pas, genre, c'était « Ah, en fait, la semaine prochaine, on part en vacances !» J'étais « Bah, merci, connard !» En fait, ça aurait été bien de me dire avant, comme ça, j'aurais pu prévoir cette semaine-là de remonter dans le Nord voir ma famille, ou de visiter des villes que j'ai envie de voir. Enfin, je pouvais jamais voyager. Donc là, depuis que je suis au chômage, j'ai jamais autant voyagé. Genre, j'ai fait la ville de Lyon, j'ai fait Colmar, la ville qui a inspiré le film Le Château ambulant, pour ses décors. J'ai visité Troyes, j'ai visité Bordeaux, Bruxelles, Namur en Belgique. Vraiment, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. J'ai réussi à me sortir d'une situation absolument abominable, d'un job qui était devenu horrible, et je peux enfin voyager, faire des trucs que j'aime. Je dessine, ça c'est une passion qui m'est venue pendant le confinement, un petit peu avant qu'il ait commencé, mais que je me suis vraiment consacrée à full ça pendant le confinement, hein, et que j'ai jamais cessé de faire. Je dessine toujours et ça m'apporte toujours beaucoup de bonheur, et surtout, j'ai une autre passion, c'est Disneyland Paris bien sûr. Disneyland Paris qui est une place très très importante dans ma vie, qui m'a énormément aidé sur beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, quand ça n'allait pas du tout au travail, que j'avais tous les problèmes de santé et problèmes financiers qui s'accumulaient, Disneyland Paris était là. Donc ça m'a vraiment vraiment aidé et je suis contente que autant d'années après que j'ai mon pass annuel et que je sois arrivée sur Paris, c'est toujours quelque chose qui me passionne et me rend très très heureuse, quoi. Ça qui est bien. Donc voilà. Je pense faire d'autres petites vidéos comme ça de ce format pour raconter ce qui s'est passé avec mon voisin quand je suis arrivée ici. Parce que vraiment, c'est folklorique cette histoire et j'ai envie d'en parler. Parce que vraiment, ça a duré pendant 1 an et ça a été très très dur aussi. Ça n'a pas aidé. Hein. Vraiment, il s'est passé des choses assez difficiles quand je suis arrivée ici sur Paris. Et je pense aussi faire une vidéo dédiée à YouTube et à tout ce que ça a engendré, ce que ça a pu changer dans ma vie et de manière générale ma perception des gens, des réseaux sociaux, etc. Quand je parle de YouTube, je parle surtout de mon arrivée dans le Crazy Bomb World avec des résumés foireux et tout. Donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez été jusque-là, dites grosse pomme de terre et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Malgré mes répétitions et mes hésitations surtout. Et peut-être à bientôt